Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus improbables qui se soit passées dans le monde du cinéma ces dernières années. C'est vraiment une histoire de dingue. Une histoire de trahison, de procès, de film muselé, et qui tient pour l'un de ses personnages principaux, l'une des célébrités les plus cheloues d'Hollywood. Installez-vous bien confortablement, c'est parti. Je fais juste une toute petite interruption dans la vidéo pour vous dire que l'histoire que vous êtes en train d'écouter vient de se résoudre en juillet 2021. Je viens d'avoir la news, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. On est le 24 juillet, donc vous découvrirez la résolution de cette histoire à la toute fin de la vidéo. Et maintenant, retour à notre histoire. Ok, vous avez peut-être déjà entendu parler de The Room et de Tommy Wiseau. Si c'est pas le cas, pas de problème, on va faire un rapide récap de ce qu'est The Room. En 2003, un gars excentrique nommé Tommy Wiseau écrit, produit, réalise et joue le premier rôle d'un film qui est aujourd'hui considéré comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, mais passons. Ce film va devenir par la force des choses un objet culte. Un film fascinant par sa médiocrité, par ses répliques improbables, et par tout le mystère qui entoure Tommy Wiseau. Pour vous la faire courte, le film a coûté environ 6 millions de dollars et personne ne sait vraiment comment Tommy Wiseau a pu financer un truc pareil tout seul. Et il y a d'autres trucs très bizarres qui entourent Tommy. On ne sait pas vraiment d'où il vient, parce que ça, clairement, c'est pas un accent américain. Et pourtant, lui affirme toujours qu'il est originaire de Louisiane, on y croit moyen, on ne connaît pas son âge et on ne sait pas quel est son vrai nom. J'adore The Room. Je surkiffe The Room. C'est très clairement un film qui mérite sa place au panthéon des meilleurs pires films jamais réalisés. Le film est d'ailleurs surnommé le Citizen Kane des mauvais films. J'ai dû le voir une bonne dizaine de fois, dans des conditions complètement différentes. Et pour vous dire à quel point j'aime ce film, il y a des fois où j'ai juste envie de me lancer The Room, sans aucune raison particulière. C'est presque un feel-good movie pour moi en fait. Et je suis pas tout seul à l'aimer, loin de là. Le film est passé en quelques années de blagues d'initiés qu'on se passe sous le manteau à phénomène nanardesque international, grâce aux vidéos YouTube se foutant de la gueule du film, mais aussi grâce aux projections organisées aux quatre coins du monde régulièrement, comme au cinéma le Prince Charles à Londres, où le film est projeté tous les mois depuis presque 10 ans. En 2013, Greg Sestero, meilleur ami de Tommy Wiseau et acteur dans The Room, sort un livre nommé The Disaster Artist, où il raconte l'histoire de la création du film, les coulisses du tournage, qui sont encore plus fous que le film lui-même. Je vous recommande vivement le livre, qui est tout simplement excellent. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu parler de l'adaptation du livre au cinéma, réalisé par James Franco et sorti en 2017, qui a d'ailleurs très largement contribué à populariser The Room auprès du grand public, et qui a fait de Tommy Wiseau une véritable star internationale. Bon, je l'ai fait courte, j'ai omis pas mal de détails et d'anecdotes, parce que c'est pas exactement le sujet de la vidéo, mais voilà, ça globalement c'est l'histoire de The Room. Un film culte, fascinant, extrêmement mauvais, et dont certains mystères subsistent encore. Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière, en 2010, on va aller au Canada, vers la ville d'Ottawa pour être plus précis. À Ottawa donc, il y a un petit cinéma qui s'appelle le Mayfair, qui organise des projections de The Room depuis la fin des années 2000. Rick Harper, le personnage qui va nous intéresser pendant tout notre récit, il découvre The Room là-bas vers la fin de l'année 2009. Il est rapidement happé par le film, du coup il y retourne et il y retourne encore, et au bout de quelques séances, il commence à développer une réelle fascination pour le film. Every month they put out a calendar. At the time it was like a paper calendar, and you just, sort of circle what movies you want to see. And then I saw, the iconic picture of Tommy's face with his eye drooping, and it's called The Room, and I'm kind of like, what the fuck is this movie? How come I've never heard of this before? I thought it was a horror movie. And then it said laugh out loud, hilarious, the worst movie ever committed to celluloid, bring your spoons. I'm like, where have I been? Like, how come I'm not aware of this thing? So I ended up going to the Mayfair to check that out, and it just blew my mind. It was like unlike anything I'd ever seen before. So then I started bringing my friends, I started bringing other people, and I'd go every month for about a year. After a while, it sort of becomes like a bit of a community, like you go and you're seeing the same people there every time, so now you're making friends and you feel more comfortable and stuff like that. So it was a blast. I had so much fun with it for the first year. Un jour en avril 2011, l'organisateur des séances au Mayfair annonce qu'il va faire venir Tommy Wiseau en personne à Ottawa pour présenter quelques séances de The Room. Rick saute sur l'occasion immédiatement. Avec sa petite boîte de prod à peine créée, il propose de financer la moitié des frais engendrés par la venue de Tommy Wiseau. En gros, il veut pouvoir filmer l'événement, mais surtout, il a très envie de rencontrer cet étrange personnage en chair et en os et de pouvoir traîner un peu avec lui. Ils vont chercher Tommy à l'aéroport et lors des séances au Mayfair, Rick commence à passer un petit peu de temps avec Tommy. Il s'occupe de lui, ils vont manger au resto ensemble, tout ça. Les deux s'entendent bien et le feeling passe. Mais malheureusement, Tommy doit repartir à Toronto pour présenter d'autres projections de The Room. Et là, avant de partir, Tommy propose à Rick de l'accompagner à Toronto la semaine suivante pour passer du temps avec lui. Évidemment, Rick accepte. So I figured hey, why not? Toronto's right around
the corner for us. It's a fun opportunity to hang out with this kind of wacky, fun guy and watch The Room and just have a good time, you know? So we did that for a couple of nights, and then it just escalated into, well, why don't we make a documentary together? On est le 23 avril 2011, et lors de ces quelques jours passés à côtoyer Tommy, une idée germe dans l'esprit de Rick. The Room est encore un truc un peu underground, mais il y a tellement de potentiel, les fans sont tellement à fond, les séances commencent à se multiplier, et Tommy est un personnage tellement intriguant, il faut documenter tout ça. Tommy est enthousiaste. Immédiatement, il lui propose de l'accompagner à New York le mois prochain pour commencer le tournage du documentaire. Rick approfondit un petit peu le concept de son documentaire et commence à parler à Tommy de l'idée d'aller récolter tous les points de vue des personnes ayant travaillé sur le film. Il veut interviewer les acteurs, le cadreur, le script supervisor, tous les techniciens, mais c'est là que Tommy commence à tiquer. Juste avant le départ à New York, Rick commence à sentir que les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. Tommy ne répond plus à ses mails. Juste avant de partir, il reçoit un coup de fil d'un des assistants de Wizofilm lui disant que Tommy a annulé sa venue à New York et qu'il ne sera donc pas présent pour l'événement. Rick et son équipe sont un peu déçus, mais ils décident d'aller quand même filmer l'événement, parce qu'ils ont déjà payé leur billet d'avion. Ils sont à Times Square pour filmer du b-roll, des images d'illustration, juste à côté du Ziegfeld Theater. Ils font leur petite vie, ils filment leur truc, et là, l'un des membres de l'équipe aperçoit quelqu'un dans un fast-food de l'autre côté de la rue. C'est Tommy Wiseau. Évidemment, ils sont un peu surpris, ils s'approchent pour lui dire bonjour, et là Tommy fait mine de s'en aller, en leur disant qu'il a beaucoup de travail, qu'il est très occupé et qu'il peut pas discuter avec eux. Voilà. À partir de ce moment-là, Rick il sent que si le documentaire doit se faire, ce sera sans Tommy Wiseau. C'est un peu chiant parce que c'est quand même un peu le point d'intérêt central de The Room, mais tant pis. Pendant 3 ans et demi, Rick et son équipe voyagent dans une douzaine de villes pour interviewer toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à The Room. Tout le monde se prête au jeu. Ils arrivent à interviewer plus d'une vingtaine de personnes en lien avec The Room. Ils vont même jusqu'à interviewer le patient zéro, le gars qui a découvert The Room en premier et qui a contribué à populariser le film. Le documentaire, maintenant nommé Room Full of Spoons, commence sérieusement à prendre forme. Bon, évidemment, pour faire un documentaire sur The Room, il va falloir qu'on voit des images de The Room. Bah oui. That's the idea. Première chose à faire, c'est donc d'aller voir Tommy Wiseau et de lui demander les droits pour diffuser les images de son film dans le docu. We didn't need a license, but for the sake of keeping things amicable, you want to get as much signed contracts and stuff like that as much as possible, just because you never know when things are going to go awry, especially when you're working with somebody that's as volatile and unpredictable as Tommy Wiseau, right? You know, so we're like, okay, well, let's discuss these licensing terms. And he knew that we didn't have money, so he tells me, he's like, well, usually it would be, I think he said $20,000 per minute of The Room. And I'm thinking, like, who else have you licensed footage to? What do you mean usually? Like, no one else has licensed footage from you, but I'm like, okay. He's like, but for you, I'll give you a student discount. He says on the phone, I'll do it for $500. So I'm like, that's a pretty big discount, and I'm not a student, but I mean, I'll take it. If you want to apply a student discount, I'll take it. There was some verbiage in the statement of claim that I had presented myself as a student, and this is a student project. I'm 42 years old now. I haven't been a student since 1998, okay? I would never present myself as a student or this as a student project. I'm a grown-ass man. That was pretty laughable, but no, he offered a student discount, which I'll be damned if I'm not gonna take. He says $500. The next day, I think, he sends me an invoice, and the invoice says $995, which still isn't crazy. I mean, that's fine. We'll pay $1,000. That's just an honorary fee at that point, you know? So we're cool to pay the $995, but there's two things. The contract has all types of stuff in it. The contract's a disaster. First of all, it says we can only use 3 minutes. It can only be for the trailer. There's all types of crazy stuff in it. It's really illegible. Like, you can't really make sense of it. And even when I ask him, I'm like, all right, well, how do I pay the $995? He says, well, go to theroomovie.com and then click on the donate button and donate $995. So I don't get a proper receipt. I don't get anything. This doesn't make sense. So I'm like, I can't pay this. It's not because we don't have the $1,000. It's not because we don't want to pay the $1,000. It's just, this is not a proper contract and certainly not a proper method of payment. Et en plus de ça, Tommy veut un droit de regard sur tout le documentaire. Il demande même à Rick que le film soit plus positif de 40%. And then the terms just kept on changing. We negotiated, Nick, for years, man. And I'm not exaggerating, years, bro. He says stuff like, now you can use 3 minutes of footage, but there can't be any scenes with nudity in it, and you can't use this clip and that clip, and there can't be any clips where any of the characters are holding a gun, and just like these ridiculous terms that just don't make any sense. You know, and it came to a point after going back and forth where we just realized he's just trying to re-edit the entire film to his liking. En gros, il est très chiant. Et en plus, il a aucun droit de regard à avoir sur le documentaire. He even, you know, at one point asked that
every producer in the film. I'm the only person, like it's 4 of us who made the film. I'm the only person that talks. I narrate the documentary. One of our producers isn't even in the film, and he wanted all 4 producers to say something nice about him at the end of the movie. It doesn't make sense. That's not, I'm the only one that talks, and I do say nice things about him, but I'm not gonna bring in other producers to start talking over it. It doesn't make sense. I'm gonna turn my documentary into fucking The Room. It's gonna be the worst documentary ever made. So it's hard to say what he didn't like. He just wanted to just take it and just remix it and make it his own movie. Bon, clairement, ils vont pas bosser dans ces conditions. Donc, comment ils ont fait? Aux États-Unis et au Canada, il y a une loi sur le droit d'auteur qui s'appelle le fair use, ou le fair dealing pour le Canada, mais on va clairement pas rentrer dans les détails. Elle stipule qu'on peut reproduire une œuvre qui tombe dans le domaine de la propriété intellectuelle si cette utilisation respecte certains critères, notamment la parodie, l'analyse, la critique, l'information, etc. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous la fais rapidos. Ils font donc leur petit montage avec tous les extraits de The Room qu'ils ont envie de mettre à l'intérieur de leur film, et ils font vérifier tout ça par un avocat spécialiste du droit d'auteur, pour vérifier que tous les extraits tombent bien dans le cadre du fair use. Ils se retrouvent donc à utiliser environ 7 minutes d'images de The Room dans leur docu. Et vous pouvez imaginer que ça fait pas trop plaisir à Tommy Wiseau de tout ça. Mais en tout cas, avec tous les extraits de The Room inclus dans le montage, le documentaire Room Full of Spoons commence sérieusement à ressembler à quelque chose. Le film s'annonce génial. Une véritable lettre d'amour à The Room. Un documentaire indispensable pour tous les fans du plus mauvais film de tous les temps. Il manque juste un dernier truc. Je vous ai dit plus tôt que l'un des plus gros mystères qui entoure Tommy Wiseau, c'est sa véritable identité. Son vrai nom, d'où il vient, comment il a bâti sa fortune. Rick et son équipe décident donc d'organiser un Kickstarter, une campagne de financement participatif, dans laquelle ils demandent un soutien, déjà pour finaliser la post-production du film, mais surtout pour filmer des scènes à l'étranger et pour enquêter sur la véritable identité de Tommy Wiseau. Ah, ça donne envie, hein? La campagne Kickstarter est une réussite. Il récolte plus de 26 000 $ canadiens, près de 500 contributeurs y participent en se disant que dans quelques mois, ils recevront leur DVD du documentaire. Grâce à ce financement participatif, ils peuvent partir en Europe pour en apprendre plus sur la véritable identité de Tommy Wiseau. Et tout ça, c'est dans le docu, hein. Donc, l'identité de Tommy Wiseau n'est plus tellement un mystère. Il faut voir le docu pour ça. Sur la page Kickstarter, on peut lire ceci. Room Full of Spoons est terminé à 90%. Il n'y a aucun risque que nous ne terminions pas le film. Comme avec tous les films, la date de sortie peut être repoussée. Cependant, ce n'est pas ce que nous anticipons. Well, it's been pushed back. I remember that very well, and of course that's what I meant. I mean, the film was 90% done. We just had this last little trip to Europe and to do, and we're ready to release it, you know? So at the time, we thought we were good. We had actually had dinner with Tommy maybe 6 months before or something like that, and you know, we told him we're still making the film and so on, and he didn't seem very concerned at the time. So we genuinely thought there's no chance of non-fulfillment. So yeah, in retrospect, I would have, you know, I should have never written that, but there's always the risk. But you live and learn, right? Comme je vous l'ai dit, Tommy n'est plus en très bon terme avec Rick Harper. Il est pas du tout content que le documentaire se fasse sans son accord et il le fait savoir. How could you do this to me? Entre 2015 et 2016, Tommy Wiseau va réaliser une série de 3 vidéos sur sa chaîne YouTube. Ces vidéos s'appellent Shame on You partie 1, 2 et 3. Bon, déjà, les vidéos sont très cheloues. Mais si on ne sait pas à qui les vidéos sont destinées, on pourrait simplement se dire que le mec s'est tapé un délire un peu bizarre. Sauf que quand on connaît toute cette histoire, on se rend vite compte que les vidéos, surtout la partie 3, où là c'est évident quoi, sont très clairement destinés à Rick Harper et à l'équipe de Room Full of Spoons. Somebody sent me this video, you know, and I look at it and it has like the old Room Full of Spoons poster, but it's backwards so you can sort of see the silhouette of my head. And he's shooting it up and it blows it up and all that. And I was like, oh my God, like that one hurt, man. Like that one kind of hurt. I'm like, this is kind of crazy now. Like it's one thing to drop these little subtle hints and stuff like that you have a problem with me, but now you're telling the whole world you have a problem with me, and you're putting my poster that has a silhouette of my head and shooting me in the head. Now I take it personal. You know what I mean? That one I didn't have a sense of humor about whatsoever, you know? I've actually spoken to the guy who made those videos, and yeah, he's a cool guy. His name is Morgan. He was employed by Tommy at the time, and we've sort of become buddies, like, you know? And he's like, look, man, Tommy made me do those, and it was kind of silly and whatever. And he's like, I put that music at the end to sort of lighten it up so it wouldn't be so dark. And at the time, like, you know, my heart sunk, and I really didn't like that. But now, like I said, I'm
kind of buddies with the guy who made the video, so I can look back and laugh at it now. Rick ne se laisse pas intimider. En plus, le documentaire est finalisé et il commence déjà à être projeté dans quelques festivals. Le film va enfin pouvoir être dévoilé au grand public. Ce qui est génial, c'est que le docu s'apprête à sortir en 2017, en plein dans la période où il y avait un énorme buzz autour de The Room. Grâce notamment au film de Franco, à tous les plateaux télé qu'ils ont fait, aux Golden Globes et à la nomination du film aux Oscars. Pas The Room, hein, The Disaster Artist. The Disaster Artist, screenplay by Scott Neustadter. Rick et son équipe vont donc pouvoir profiter de toute cette exposition médiatique. En plus, Gravitas Ventures, un distributeur indépendant, leur propose un deal pour acquérir les droits du docu et s'occuper de la distribution sur le continent américain. Les planètes s'alignent. Le docu est parti pour être un très bon succès, pour gagner des prix en festival, pour faire des très bonnes recettes et pour être vu par beaucoup de gens. Sauf que le 13 juin 2017, l'équipe reçoit une lettre. Une lettre qui fait pas plaisir du tout. Et pas du tout. Wiseau Film, la société de production de Tommy Wiseau, leur a envoyé une injonction du tribunal dans laquelle il est stipulé qu'il leur est interdit de diffuser le film où que ce soit, qu'ils doivent supprimer leur compte de tous leurs réseaux sociaux et que Tommy Wiseau les attaque en justice pour violation du droit d'auteur et diffamation. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Le deal avec Gravitas Ventures tombe à l'eau, les festivals qui s'apprêtaient à projeter le documentaire Roomful of Spoons reçoivent des lettres de menaces de Tommy Wiseau les interdisant de diffuser le documentaire. Il va même jusqu'à les menacer de ne plus jamais les laisser diffuser The Room dans leur cinéma. Et au total, c'est plus de 25 séances de Roomful of Spoons qui sont annulées. And it was very discouraging, man. It was very, very discouraging. I mean, we had invested lots of time. Our producer Fernando manages all of our social media. He had created all these different memes to create engagement. We have a very large following for a documentary. We put a lot of time into that and money, you know, paid ads and stuff like that. We did the math. It was like just under $5,000, and that's a lot of money to some independent filmmakers. You know what I mean? And one day it's just all gone, and you can't bring that back. It's not archived. It's gone, man. Now, if you Google Roomful of Spoons, the articles and stuff like that come up, but we have zero social media presence. People who go on Roomful of Spoons just read a bunch of like court documents and stuff. It just seems like the most boring documentary ever. Even our website, all it talks about is the court case. It's not fun anymore. In the injunction that we received, they had requested that we destroy every copy of Roomful of Spoons, including the master, just wipe it off the face of the planet. Isn't that incredible? 4 years of my life, $100,000 of our money, time away from my family, you know, traveling all over, shooting this thing, and in one stroke of a pen, they wanted us to just destroy it so it never existed. It's incredible. It's absolutely incredible. So he didn't bring us to court to re-edit it. He wanted it like destroyed forever, like gone. Là, c'est le gros coup dur pour Rick et son équipe. Le film est bloqué, et il est bloqué pour des raisons absurdes. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'infraction au droit d'auteur, puisqu'ils ont fait vérifier tous les extraits de The Room par un avocat. Il n'y a rien qui diffame Tommy Wiseau non plus dans le film. D'ailleurs, en faisant leurs recherches, ils sont tombés sur des trucs vraiment compromettants pour Tommy Wiseau. Mais ces éléments un peu trop délicats, ils ont décidé, consciemment, de pas les mentionner dans le docu. Une espèce de bataille légale va prendre place pendant 3 ans et demi. So right before we went to trial, there was court mandated mediation. So that's when we have to go into a room and he goes into another room and there's a mediator. And in this case, this was a retired judge who was going to be our mediator. That morning, you know, I'm talking to my team and I'm like, look, in any successful negotiation, both parties leave unhappy. Okay. So I said, let's be prepared that we're going to have to give some stuff up today, but our goal is to walk out of here with a deal so it doesn't have to go to trial. So we walked in there with the absolute best intention, knowing that we're going to lose some stuff, but we had to walk out with a deal so we can move on with our lives and release the film. There's a retired judge who's our mediator, and he walks in and he tells us, he's like, look, this is going to be easy. I've successfully negotiated deals with billion-dollar companies where CEOs were going to lose $20 million bonuses. This isn't Roomful of Spoons. These are big negotiations. So he's like, we're going to get a deal today, guys. We're going to walk out of here today with the deal. And within maybe half an hour, 45 minutes, he just walked in defeated. And he's like, this is one of the most complicated people I've ever had to deal with. So just to give you an idea of how hard, you know, and how well-intended we were, there was just no winning with him. It was like negotiating with a brick wall. Mais le procès entre la société de production de Rick Harper et Tommy Wiseau commence finalement le 6 janvier 2020. L'équipe de Rick contre-attaque Tommy. Ils réclament réparation pour les pertes engrangées et pour atteinte à leur réputation. Bah oui, leur documentaire a été privé de l'exposition médiatique que The Disaster Artist aurait pu leur fournir s'ils avaient sorti le film en 2017. D'ailleurs, lors du procès, des experts ont estimé les recettes potentielles du documentaire. Et il s'avère que s'il était sorti à la période de The Disaster Artist, il aurait pu engranger 1,1 million de dollars.
Pour vous contextualiser tout ça, c'est plutôt un très bon score pour un documentaire. Le film ayant coûté environ 100 000 $ à produire. Et en plus de ça, ils pourront plus jamais faire une campagne de financement participatif. Bah oui, à cause du procès, ils ont pas pu honorer les précommandes DVD de 500 contributeurs. Pour rappel, ça fait depuis mars 2015 que des gens attendent leur contrepartie. Le 23 avril 2020, après des années de litige, 2 semaines de procès et des centaines de milliers de dollars de frais d'avocat, le verdict est annoncé. La demande du plaignant est rejetée. La demande reconventionnelle de la défense est acceptée et le plaignant doit payer à la défense 550 000 $ en dommages-intérêts compensatoires ainsi que 200 000 $ canadiens en dommages-intérêts punitifs. Rick et son équipe ont gagné. Tommy Wiseau doit donc leur payer la coquette somme de 750 000 $ en dommages et intérêts. Le film va enfin pouvoir sortir. Et c'est pas trop tôt. Et là, vous me demandez sûrement plein d'entrain, mais où est-ce qu'on peut le trouver ce documentaire? Vous le sentez venir ou pas? Tommy a fait appel et toute l'équipe du documentaire est toujours dans l'attente d'un nouveau verdict. On en saura sûrement plus dans les mois à venir. Ok, je vous fais cette petite vidéo totalement à l'improviste parce que Rick Harper vient de m'envoyer un mail. Dans son mail, il me dit qu'il a une très bonne nouvelle à m'annoncer et qu'on va pouvoir en discuter dans quelques jours par Zoom. J'espère tellement qu'ils ont gagné. Je veux pas trop m'avancer. De toute façon, c'est lui qui va vous en parler dans 2 minutes. J'ai confiance qu'un jour le documentaire sera accessible au grand public, mais c'est extrêmement dommage pour l'exposition du film, c'est triste pour les fans, et c'est une énorme perte de temps pour toute l'équipe du film. Parce que l'affaire est absurde, ça n'a aucun sens. I went from something that was originally really exciting to something that I hate or hated. There was a point of time where I couldn't even look at my own movie. I hated my own movie because of all the drama and all the anxiety and stuff that it brought me. I feel different about it now. You know, I can get excited about it again, but it was very emotional. Maintenant, il reste plus qu'à attendre. La morale de cette histoire, c'est que Tommy Wiseau ne comprend clairement pas le succès de son œuvre. Il nie les raisons pour lesquelles les gens s'intéressent à The Room, à savoir toutes les questions naturelles qui viennent quand on découvre le film. Qui est Wiseau? D'où vient son argent? Comment on peut faire un film comme ça sérieusement? Pourquoi toutes ces cuillères? Le gars profite de la célébrité de son film, parce que c'est quand même son fonds de commerce, mais bloque l'accès à tous les matériaux intéressants qui entourent son film. Par exemple, il n'a jamais publié les centaines d'heures de rush qui ont été filmées pour le making-of de The Room, alors que c'est précisément ça qui intéresse les fans. Il a un contrôle maladif de son image, alors que ça fait bien longtemps que son image lui a échappé. Merde quoi, des spectateurs se foutent de sa gueule tous les mois sur grand écran partout dans le monde. The Room appartient aux fans, aux cinéphiles des 4 coins du monde qui l'ont élevé au rang de film culte. Rick Harper a toujours été sincère dans sa démarche. C'est un vrai fan de The Room qui n'a jamais eu l'intention de diffamer ou de blesser Tommy Wiseau. Il voulait simplement partager avec les autres un film qu'il aime profondément. Ok, maintenant, la grande révélation. Est-ce qu'ils ont gagné? En fait, il faut savoir que les audiences préliminaires à l'appel ont eu lieu en juillet 2021. Pile poil au moment où je suis en train de travailler sur ma vidéo, c'est vraiment une coïncidence de ouf. Et là, je crois bien qu'ils ont enfin eu une décision finale. On voit ça tout de suite avec Rick. Alors, juste avant qu'on commence l'interview, il vient de se passer encore un truc. Là, on est le 24 juillet, je devrais avoir Rick Harper en interview dans à peu près 3 heures. Sauf qu'il vient de m'envoyer un mail. Alors, il m'a dit que l'interview était maintenue, mais qu'il était en train de régler quelques problèmes parce que apparemment, Tommy Wiseau va le poursuivre en justice en cour fédérale pour 2,7 millions $. C'est assez surprenant comme retournement de situation. Du coup, on va voir s'il peut nous en dire un peu plus. So he launched an appeal because it's everybody's right to appeal a judgment. Not only is it your right, in many cases it's your responsibility to appeal, so that was expected. I mean, I would have done the same thing. Of course, these things take a very, very long time, and Tommy being Tommy, he waited till the very last minute before filing all of his documents to be able to extend the timelines as long as possible and keep this ongoing as long as possible. Of course, COVID hit, so that extended everything as well. So eventually he submitted all of his appeal documents, but there was still this outstanding judgment. So my legal team filed a motion asking the court that if he wants his appeal to be heard, he would have to put the money that he owes us and that he owes the legal team, because he has to pay, my legal fees as well, which are quite substantial, in essentially an escrow account. So it's in a trust account. By my understanding is that it's held by either the court or one of the law firms. And if he wins his appeal, then he gets the money back. If he loses the appeal, then the money gets dispersed accordingly. So he had up until a certain date to do that. That date was extended and he still didn't do it. So that's the reason ultimately why his appeal got dismissed, because he didn't comply with the court's order to put the money that he already owed in an account in the event that he loses. So the appeal was never heard and it was dismissed because of that. Donc là, techniquement, c'est fini. Tommy a perdu, l'équipe de Rick a gagné, sauf qu'il vient de se passer un truc il y a quelques jours. Yes, that's right. So, as a matter of fact, this is really funny, Nick, and this is the first time
time I'll be telling this story. Well, of course, all of court is being done over Zoom and stuff, you know, so it was during one of the motions where the judge was deciding whether or not to further extend his deadline to be able to put that money in a trust account that we learned one of my lawyers received an email from another lawyer who just came across this case that had just been filed, that we hadn't even been served with the documents yet, and we just found out on that call that Tommy and his team had decided to sue us at the federal level, because this was at the provincial level originally. We're in Ontario, so he decided to sue us for many of the same reasons that he sued us before, but at the federal level this time. And I think he's asking for damages of like $2.7 million and another $500,000 and punitive damages, and it's all public record, so this, you can look this up yourself. I can speak freely about this stuff. It was a big surprise. Like, part of it was a big surprise and part of it wasn't, because, you know, we knew that he probably had another trick up his sleeve and that he was going to try to do something else. He's not just going to lose and move on. But the timing was a little bit weird, because the judge hadn't even made the decision as to whether or not they were going to extend it, and possibly he could have still had his appeal heard, and then he proactively decided to sue us at the federal level. So now we're stuck dealing with that. Donc, comment ça va se goupiller tout ça? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? I don't know. I don't think it's gonna even make it to trial, because at least in my amateur legal opinion, I think this has already been litigated. You know, it was litigated at the provincial level. I don't know that you can take sort of the same issues and then bring it to another court. We've been working on this for 4 years now. Almost 4 years, so I can't imagine that another court is going to use up their time and resources and to go through a whole other trial to litigate stuff that's already been judged upon. So I'm very confident that we'll be able to defend this, you know, before it even makes it too far. And I'm in really good hands. I have an excellent legal team as well, working with Dentons Canada and with an entertainment law firm called Taylor Obala Murray Leyland. And I'm working with very competent lawyers. They're going to help us see this through, and I'm confident that it's not going to turn into a big 4-year trial like the last one did. But at the same time, it has the same effect where I still can't distribute my film while there's pending litigation. He just started the whole thing over again. Just when we thought it was over, we could release the film, sell it to a distributor. Well, for the same reasons, now we won't be able to, because it's going to be very hard for us to get insurance while there's pending litigation. The same reason we haven't been able to sell it since it's essentially been ready to go, you know? Du coup, si je comprends bien, le documentaire ne sortira pas tant que cette nouvelle affaire ne sera pas résolue. That's my understanding. Unless there's a distributor that's ready to, willing to take a big risk, or the insurer will say like, well, wait a minute, this has already been litigated. This is obviously just a frivolous claim. I don't know. We haven't attempted to make any moves yet. Everything is still pretty fresh right now. It's only been, maybe a week and a half or something like that, right? So we'll see what happens, but I'm confident that, at this point, the film will be able to come out sooner than later. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire ou à mettre un like, ça fait extrêmement plaisir, sachez-le. Il y a d'autres vidéos sur des affaires un peu incroyables comme ça dans le milieu du cinéma qui arrivent très bientôt. Je tiens à remercier Rick Harper pour sa participation à la vidéo, il a été super réactif, très sympa. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous tiendrai au courant dès que le film sera disponible quelque part. C'était Nicolas Delage, à très vite.